de l'Ouest-Hurlan, le festival des cultures de l'imaginaire. Bonjour à tous. Vous êtes ici pour une table ronde avec Morgane Anvelenko, Gilberto Villarroel sur le thème faire voyager le lecteur, oui mais comment. Mais avant de commencer, en fait, nous avons appris cette semaine que l'auteur de comic books Neal Adams était malheureusement décédé et il nous a fait beaucoup voyager. Donc on va pas faire une thématique sur Neal Adams, même si on pourrait. Et moi, je voulais en parler avec deux albums. Enfin, il y a un album et une série. Il y en a un qui est paru chez Albin Michel, Pleine Lune, en 1984, où on voyait Dracula, Frankenstein et le loup-garou, qui en fait s'alliaient, se combattaient tous les deux. Donc on avait un voyage fantastique qui était magnifique. Et en plus, Neal Adams était auteur complet, puisqu'il avait fait aussi le scénario. Et sinon, là où il a été aussi très connu avec Dennis O'Neil, c'est dans les années 70, avec une série avec Green Arrow et Green Lantern, où les deux super-héros, en fait, parcouraient l'Amérique des années 70. Et on voyait tout un voyage social en même temps qui était là et qui était très intéressant. Donc voilà, paix à Neal Adams et à toute son œuvre. Alors, appel au voyage. Les littératures de l'imaginaire paraissent sans limite. Sur Terre, dans l'espace, dans le monde réel ou un monde imaginé, tout est possible. Gilberto Villarroel et Morgane Anvelenko, deux grands voyageurs de l'imaginaire, nous embarquent pour un voyage dans leur monde ô combien imaginatif. Morgane, tu es une artiste complète, autrice, compositrice, harpiste, chanteuse. Tu te produis sur scène et sur Internet. Tu as 3 albums, dont un en solo. Tu as écrit plusieurs nouvelles. Tu as 2 livres auto-édités et cette pentalogie, la dernière geste. Pour l'instant, 3 tomes disponibles chez ActuSF. Gilberto, comme Morgane, tu as plusieurs plumes à ton stylo. Journaliste, scénariste, producteur, écrivain et cinéaste, mais avec 2 passions. Lord Thomas Cochrane, amiral de Sa Majesté qui a eu plusieurs vies. Et Howard Philip Lovecraft, auteur d'horreur et de science-fiction. Les bandes annonces de tes films sont trouvables sur Internet, ainsi qu'un extrait de ta bande dessinée La méthode Pickman. En France, 2 ouvrages sont disponibles aux Forges de Vulcain, Cochrane versus Cthulhu et L'Ordre des Catacombes, dont on a un exemplaire ici. Un 3e devrait arriver sous peu, Lord Cochrane et le trésor de Selkirk, ou, si j'ai bien compris, on devrait retrouver un peu de Robinson Crusoe. Donc, pour la dernière geste, selon tes dires, tu as écrit une uchronie steampunk dystopie fantasy avec des légendes celtes dedans. Nous sommes dans un autre 1995. Nous commençons à l'intérieur d'un train géant, l'Orient Express, qui relie le Japon à la France. Humains et fées y travaillent en harmonie, alors qu'ailleurs, les fées sont traitées en esclaves, voire en bêtes. La princesse Yuri, fille de l'ambassadeur du Japon, est à bord et découvre avec surprise qu'elle doit épouser le prince Louis Capet de France, futur roi. Un destin tout tracé, sauf qu'une porte de sortie s'offre à elle quand les renégats de Paris, les rats, qui sont des humains et des fées, lui proposent leur aide. 5 tomes à venir, 3 écrits qui se suivent à 1 an d'écart. Cochrane versus Cthulhu, un mélange histoire, puisque Lord Cochrane a vraiment existé, et de l'horreur avec les créatures de Howard Phillips Lovecraft. 1815, nous sommes à Fort Boyard, l'une des bases de Napoléon. Le capitaine des dragons de la garde impériale, Éonet, attend la venue de 2 envoyés spéciaux de l'empereur, venus examiner une roche suspecte. Elle est à l'intérieur du fort. Mais ces hommes font prisonnier un groupe d'Anglais, dont l'un des puissants ennemis de Napoléon, Lord Cochrane. Alors que les questions se pressent autour de la présence de ce dernier, la réalité se disloque autour du fort et de ses habitants. Le temps tourne à l'orage, mais n'éclate jamais. Des créatures féroces et inhumaines les attaquent. Serait-ce la présence de la pierre ? Le second tome se passe en 1826, entre Paris et l'île d'Aix, mais il y a des parties avec Jules César et Vercingétorix. Quant au 3e tome, qui viendra en juin,
il se passe entre 1815 et 1826. 1822, oui. C'est situé au Chili en 1822. Le troisième, Lord Cochrane et le trésor de Selkirk. Et le quatrième, qui va sortir au Chili la semaine prochaine en espagnol par Penguin Random House, c'est Lord Cochrane dans les montagnes hallucinées. C'est la suite du troisième, l'année 1823. Et comme ça, chaque lecteur pourra lire le livre en ordre de sortie ou en ordre de chronologie. Très bien. Alors, ma première question, finalement, c'est même pas sur les livres, c'est sur vous. Pourquoi écrire sur Fort Boyard ou sur une version de Paris, alors que tu es bretonne, et que toi, tu es chilien, et que la Bretagne, ça fait quand même voyager, et que lorsqu'on écrit le Chili, pour nous, Français, ça nous fait voyager aussi, ce sont des terres exotiques. La Bretagne, c'est une terre exotique pour les Français. Ok. D'accord. Moi, je trouve la France très exotique. C'est vrai, c'est exotique, la France. Vous voyez pas Déjà, à Paris, c'est très exotique, Paris. Il y a des murs, beaucoup de murs, et beaucoup de murs. J'habite dans une forêt, pour ceux qui savent pas. Donc moi, les murs, j'ai pas là-dessus. C'est vrai, je pourrais écrire sur la Bretagne. D'ailleurs, j'écris aussi sur la Bretagne. Mais pas que. En fait, on n'est pas obligé d'écrire uniquement sur l'endroit d'où on vient. Accessoirement, j'ai vécu 6 ans à Paris. Je me demande encore pourquoi, mais bon, on fait tous des erreurs. Pourquoi avoir écrit Paris ? Parce que, justement, parce qu'en fait, la dernière geste part du déracinement. En fait, tous les personnages qu'on rencontre dans la dernière geste, dans le premier tome, du moins, sont déracinés pour des raisons diverses et variées. Yuri, donc, est japonaise, et elle se retrouve à Paris. Donc, elle est déracinée. En fait, ils sont tous déracinés. Tous les personnages qu'on rencontre, ils sont déracinés. Et ils sont déracinés à Paris, qui est une ville qui a à la fois, justement, des racines très fortes et très lourdes, et qui, en même temps, en fait, est une ville profondément cosmopolite, où il y a plein de gens déracinés. Donc, en fait, c'est un peu cette image à la fois de la solitude au milieu de la foule et du déracinement dans un lieu chargé d'histoire. Et toi alors ? Il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas une seule réponse. Par exemple, Cochrane a amené au Chili des officiers français, anglais, pour lutter pour l'indépendance du pays. C'est un héros pour les Chiliens, c'est un libérateur. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre la France et le Chili très profonde. Après, la République du Chili a été dessinée avec la France en tête. Toutes les lois, les codes de Napoléon, la culture, les scientifiques sont arrivés. C'est un grand lien. Je me souviens, par exemple, qu'au lycée, la couverture de mon livre de français était Notre-Dame, comme ça. Une photo de Notre-Dame. Et j'avais dans la tête toujours cette image étrange, dans son mauvaise qualité d'impression, la photo, mais avec tous les détails, les sculptures et toutes les choses. J'avais toujours dans la tête l'image de Notre-Dame, et sans avoir aucune idée à l'époque qu'un jour j'habiterais à Paris avec un fils franco-chilien, sa mère est française. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont des coïncidences, mais il y a des choses qui sont aussi des racines de la culture, qui sont partagées entre le Chili et la France. Jules Verne, pour nous, c'est un lecteur d'enfance. Et toute la BD franco-chilienne, j'ai dit déjà la même chose autrefois à notre table ronde, mais toute la BD en chapitre de 4 pages chaque semaine. Et j'ai lu tout ça aussi quand j'étais petit. C'est dans mon esprit aussi. Et aussi, et pour Cochrane, en bref résumé, à l'époque, j'étais en train de tourner un documentaire à propos de sa biographie. Mais pour des raisons de famille, de vie en famille, j'étais en vacances chaque été aussi en face de Fort Boyard. Et j'étais en train de relire Lovecraft à l'époque, L'Appel de Cthulhu. J'avais envie d'écrire une histoire de terreur, mais en même temps, j'étais en train de faire la recherche de Cochrane, de la vie de Cochrane, et de trouver les choses étonnantes, que c'est lui qui avait détruit le premier enrochement de Fort Boyard. Et finalement, j'ai décidé d'écrire un crossover entre roman historique et roman fantastique de terreur. Vos destinations sont multiples, et je voudrais m'arrêter sur un monument commun à vos romans, le Louvre. Commençons par la dernière geste, où j'ai 2 extraits
Ce palais fiche les nerfs en pelote avec ses fresques partout et ses doubles couloirs à la noix. Ou alors, ici, il y avait trop de fresques alourdies de dorure, trop de boiseries sculptées en rocaille, de consoles surchargées de bronze et de marqueterie, de tentures étouffantes. Lord Cochrane, pour le même palais, il le conduisit à travers un labyrinthe de couloirs et de salons, chacun plus grand que le précédent. Le palais restait une œuvre architecturale imposante, même s'il n'était plus la résidence des rois. Il ne cessa de s'émerveiller devant une telle splendeur. Pourquoi expliquez-vous ces deux façons de décrire? On a quand même un palais avec une architecture imposante, mais on voit que les personnages, c'est vraiment deux façons différentes de les voir. Je pense que ça dépend de la raison pour laquelle les gens sont là, en fait. Parce que moi, ils y sont clairement contraints et forcés, ils n'ont pas du tout envie d'y être. Du moins, l'héroïne n'a pas du tout envie d'y être. Dans ce Louvre qui, du coup, passe un peu pour quasiment pour un labyrinthe du Minotaure, en fait, à certains moments, pas jusque-là. Quoique, dans le tome 3, si, clairement, en fait, le Louvre a un vrai côté dédale du Minotaure, dans lequel, à chaque instant, on peut littéralement rencontrer un monstre. Ou plus, du moins, dans la tête de l'héroïne, c'est littéralement un monstre. Après, c'est pas vraiment le vrai cas, mais c'est pas grave. En fait, j'ai toujours eu l'impression que l'architecture représentait beaucoup ce que les gens pensaient d'eux-mêmes. Au moins autant que et le Louvre ou Versailles en sont des exemples assez probants, c'est-à-dire que ça veut montrer un truc quoi. Ça c'est pardon mais c'est une version architecturale de C'est moi qui est la plus grosse. Maison, bien sûr, maison. Vous n'avez rien pensé d'autre, enfin. Maison. Et en fait, le Louvre a quelque chose d'écrasant et de labyrinthique en vrai, en soi. Quand j'étais étudiante à Paris, j'avais moins de 26 ans. Et donc, tous les vendredis soirs, le Louvre était gratuit. Donc, j'ai passé tous mes vendredis soirs au Louvre pendant 4 ans et demi, 5 ans. Quasiment. Et particulièrement à la tombée de la nuit, il prend vraiment une dimension un peu fantastique avec justement ces immenses couloirs écrasants où on est constamment confronté partout à la magnificence sans jamais pouvoir se reposer en fait sur quelque chose qui ne serait pas magnifique, écrasant. Et il a ce côté presque prison des fois en fait. C'est presque pour moi c'est un peu l'incarnation de la prison du pouvoir. Et pour toi, Gilberto, pourquoi cette vision de ce palais, comme tu le vois, puisque il apparaît donc dans le tome 2 de Lord Cochrane, et finalement, il commence en effet à être un musée. Oui, comme j'avais décidé de respecter la biographie de Cochrane, seulement mélanger avec l'univers fantastique de Lovecraft, mais sans changer la biographie. J'avais trouvé en période de l'année 1826, quand Champollion était en train d'ouvrir la section d'Égypte à l'intérieur du Louvre. Il a été consacré déjà, il avait déchiffré les hiéroglyphes. Et Cochrane était en train de préparer, il était en France, en train de préparer son voyage à la Grèce pour commander la flotte. C'est-à-dire, il avait un moment historique qui me donnait la possibilité de faire les deux personnages se rencontrer. C'est une amitié que c'est une invention pour le premier roman, parce que j'avais envie d'avoir deux personnages, les frères Champollion, en train de déchiffrer les hiéroglyphes qui parlaient de Cthulhu, de l'existence de Cthulhu. Mais comme l'amitié a été vraiment très chère pour le lecteur, j'avais envie de faire se rencontrer les personnages. Et j'ai trouvé cette époque et j'ai décidé aussi de situer l'histoire principalement à Paris, parce qu'à l'époque, j'étais en train de m'installer à Paris. J'étais en train de regarder tout avec les yeux bien ouverts, les catacombes, les cimetières, les voisins de Montparnasse qui me parlaient des histoires de moulins, de cimetières. Et j'ai commencé à utiliser tout ça pour écrire le roman. C'est-à-dire, en même temps que j'étais dans le procès de découvrir la ville, j'étais en train d'écrire sur la ville, mais dans notre époque. Et c'est une espèce de jouet, une espèce de lettre d'amour à mon quartier qui a été Montparnasse pendant plusieurs années, 6 ans. Et de la même façon que les premiers livres, ça a été comme mon arrivée en France, de découvrir aussi un autre monde, vraiment pour la première fois. J'avais voyagé déjà, mais c'est un autre regard quand tu commences à habiter un lieu. C'est ça. Pour arriver à ces destinations, il faut des moyens de locomotion.
et vos moyens de les utiliser sont différents. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Gilberto, tu utilises... Au moins, il y a toujours un moyen de locomotion un peu spécial dans ceux de Lord Cochrane, puisqu'à chaque fois, on utilise le cheval, la voile, la rame, ce qu'on utilisait à l'époque, mais tu mets toujours un petit élément, c'est presque du fantastique, quoique. Oui, il y a un côté, on dirait un peu cyberpunk, parce qu'il y a des machines à vapeur qui sont un peu avancées à l'époque, mais Cochrane avait un côté d'inventeur. Ça, c'est un personnage plus grand que la vie, parce qu'il était un marin, mais il était aussi un parlementaire qui s'est abattu pour le suffrage universel 20-30 années avant. Alors, l'Angleterre, c'est pour ça qu'il a été expulsé après du Parlement et de la marine. Il était considéré comme un révolutionnaire à l'époque. Mais il avait un côté inventeur aussi, son père aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser un gadget en chaque livre, parce que pour moi, c'est lui une espèce de James Bond 19e, mais c'est Q en même temps aussi. C'est l'inventeur et le héros dans son seul personnage. Et ça, c'est étonnant pour moi. Le bateau qui apparaît dans les premiers livres, The Rising Star, c'est un bateau qu'il a amené au Chili l'année 1822, le premier bateau à vapeur de guerre qui est arrivé au Chili, au Pacifique. Et j'ai seulement changé la date pour l'utiliser l'année 1815 pour mon histoire. Mais c'est un bateau qui a vraiment existé, qu'il a construit avec son frère. Et après, dans le deuxième, j'ai utilisé une invention française parce qu'un jour, je suis allé à le musée d'art et métiers et j'ai trouvé le Fardier, qui est cette espèce d'automobile à vapeur. Oui, le Fardier, vous pouvez aller voir sur Internet. On voit comment ça fonctionne sur Internet. Il y a même des plans avec une chaudière. Oui, Et j'ai décidé de l'utiliser comme gadget. C'est un gadget que Cochrane a acheté. Ce n'est pas lui qui a construit, mais il a fait quelques améliorations. Et sur le troisième réappareil, le Rising Star met un combat contre des pirates. C'est Lord Cochrane, le trésor de Selkirk, qui sortira en juin en français. Et dans le quatrième, les montagnes hallucinées, j'ai utilisé des rockets, qui sont locomotives, que Cochrane a amélioré aussi quelques années après. Il n'a pas amené la locomotive au Chili, mais je me permets de l'utiliser pour des raisons dramatiques. Mais il a travaillé avec Stephenson en Angleterre pour améliorer la combustion de rockets. Et ça a été la première route de train de passagers en Angleterre. C'est-à-dire qu'il était vraiment génial. Et c'est pour ça que j'ai décidé de conserver aussi un gadget dans chaque livre. Je pense que c'est intéressant aussi pour le lecteur de donner un peu un côté Jules Verne, un hommage et un peu cyberpunk aussi. Mais à l'inverse, dans le deuxième, tu me parles carrément des galères, parce que tu parles carrément des quinquérèmes. Oui. Il y a quand même ce côté un peu presque invention, un décalage du réel. Et le côté là un peu, je reste dans le réel, je suis dans un roman presque historique. Oui, parce que le rêve de chaque auteur, c'est d'ajouter des choses à l'univers de Lovecraft. C'est un artiste qui a inspiré plusieurs réalisateurs, artistes, écrivains, dessinateurs et tout ça. Et j'avais la possibilité ici, quand je parle des documents cachés de Jules César, les chapitres perdus de la guerre galloise, et je me suis dit, mais si Cthulhu c'est un être ancien, il existait déjà à l'époque. J'ai écrit une chronologie de 150 millions d'années pour Cthulhu, pour m'expliquer toutes les choses de cet univers. Et je me suis dit, OK, il y a une possibilité que Jules César, il aura vu la première apparition de Cthulhu. Et c'est ça son histoire. Et c'est pour ça que j'ai utilisé aussi des gadgets de l'époque de Jules César, comme moyen de transport. Et bien maintenant, à toi, parce que tu en utilises aussi des moyens de transport. Il y en a quelques-uns dans les 3 tomes en tout cas. Est-ce que tu peux nous en parler et dire un peu aussi comment ils fonctionnent, comment tu les décris? Je peux vous faire un top. Alors, top du plus punk, la moto. Je crois que c'est très punk, une moto. Donc il y a des motos dans mon univers. Elles sont assez rares, en fait. Elles sont principalement dans un seul de tous les pays. Donc du coup, en fait, il y a un pays qui est technologiquement beaucoup plus avancé que les autres dans la dernière geste. C'est bizarrement celui qui s'est pas privé d'un certain nombre de cerveaux.
Genre la moitié de la population. Ben oui, c'est une bonne idée d'éduquer tout le monde en fait. Donc voilà. Donc dedans il y a une moto et en particulier il y a une moto rouge qui est associée à un certain personnage. Voilà qu'on retrouve. D'ailleurs la moto du coup fait au bout d'un moment partie des moyens de locomotion d'un certain personnage très important qui marque d'ailleurs l'émancipation du personnage en question. Voilà, parce que c'est le moment où le personnage peut se déplacer comme il le souhaite. Donc voilà, le plus punk, c'est la moto. Le plus sibérien, c'est la motoneige. Ouais, voilà, je suis lancée dans les motos là. Donc il y a des motoneiges, motoneiges, elles sont bien sur la neige. Oui, mais alors, ces motoneiges, ils fonctionnent comment? Alors, ils fonctionnent comment? Alors, la réponse est, ils fonctionnent à l'huile de friture. Non, pour de vrai, oui, ils fonctionnent à l'huile de friture. Voilà. Si vous voulez savoir, moto et motoneige et voiture fonctionnent à l'huile de friture. Mais c'est des trucs qui restent relativement rares en vrai. Hein. C'est pas tout le monde a pas, ils ont pas chacun sa voiture comme chez nous. Voilà, ça reste quand même des trucs. Et principalement, ils ont des motos beaucoup plus que des voitures. Parce que les routes carrossables, c'est compliqué. Voilà, clairement, c'est compliqué. Donc, l'avantage des motos, c'est principalement des motocross, parce que ça peut traverser à travers la lande. Parce que bon, on passe pas tout notre temps à Paris. Hein. On voyage loin après. Voilà, on voyage loin. Voilà. Oui, mais par contre, c'est vrai que ces motos, ces autos, à la différence de Gilberto, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions finalement. Bah non, c'est une auto. Tu mets l'auto que tu veux dans ta tête, à peu de choses près. Bah oui, sauf la moto elle est punk, ça c'est sûr. La moto elle est punk, mais bon, je crois qu'il y a plusieurs. Ça dépend. Il y a plusieurs sortes de moto punk, comme ça tu imagines la moto punk que tu veux. D'accord. Voilà. Non, en fait, je fais exprès. Autant sur les détails qui ont de l'importance, je vais donner du détail qui a de l'importance, autant on est en 1995, je te dis qu'il y a une moto. Mais la moto du 1995 que tu veux, qui t'appartient à toi en fait. J'ai pas à hyper contrôler le lecteur, à vouloir absolument. Surtout sur ça, qu'il n'y a pas vraiment d'autre importance que il y a une moto, parce que c'est cool qu'il y ait une moto, quoi. Bah oui, mais je sais pas, par exemple, Gilberto, est-ce que je pense pas que tu veuilles hyper contrôler le lecteur. Non, mais c'est pas la même chose. D'accord. On n'est pas du tout. En fait, c'est pas la même approche. En fait, c'est que en fait, déjà, son héros, c'est un inventeur. Mon héroïne. C'est une princesse japonaise biclassée, aventurière, triclassée, mitraillette à punchline. Je suis désolée, mais elle sait même pas lire un plan, quoi. À dire vrai, je suis même pas sûre qu'elle sache si elle sait le théorème de Pythagore, quoi. Mais ça doit être ses capacités à peu près voilà. Bon, par contre, elle est très forte en géopolitique. Mais donc, du coup, ça a pas du tout le même impact sur l'univers et le même impact sur les personnages. En fait, la technologie en tant que telle. Moi, j'ai un personnage qui est Tekos. Lui, j'ai l'impression que c'est un truc central du récit, la technologie. Alors moi, c'est un outil de l'univers, en fait. S'il y a vraiment un truc qui est très décrit dans l'univers, c'est le train. Le train, il est très très décrit. Voilà, le train étant le top tout court. Voilà, à savoir, c'est un train énorme de 8 mètres de haut, 10 mètres de large, 2 km de long, et qui part de Paris et qui va jusqu'à Kyoto à travers un pont passant au-dessus de la mer du Japon. Ouais, c'est classe quand même. Voilà. Et dedans, il y a un équipage qui en fait ressemble à un équipage de bateau, parce que finalement, c'est un bateau. En fait. C'est à moitié un bateau terrestre, biclassé forteresse sur roue. Je crois. Voilà, qui en plus a une place centrale, mais c'est pareil, en fait, mon train, il a une plus grosse importance politique que technologique. Honnêtement, comment il fonctionne, justement, je le dis pas, ça fait partie des mystères que je veux garder, que je veux laisser un peu mariner de l'univers. On ne sait pas comment fonctionne le train. Il fonctionne. Il y a des mécanos, mais il y a des mécanos, il y a des gens dans la salle des machines. Voilà, ils ont tous la même particularité, sauf un. Voilà. Ils ont tous la même particularité, sauf un qui en vrai a la même particularité, mais pas pareil. Ce qui ne fait pas du tout sens dit comme ça. Mais ce qui est important, c'est que ce train, en fait, il est justement créé par le pays qui a de la technologie et qui est l'opposant politique principal des pays qui sont moins avancés technologiquement, mais qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus puissants. Et donc, du coup, en faire une zone neutre politique, ça fait qu'en fait, à la fois, à un moment donné, il est à plusieurs reprises d'ailleurs, il est en quelque sorte cette espèce de destin implacable qui littéralement est sur rail et sur roue et auquel en fait ceux qui sont dedans peuvent pas échapper.
Donc il a un côté très destiné en fait, voilà. Et donc il a une forte puissance symbolique. Et de l'autre côté, il est un mini-État mobile à l'intérieur d'autres États. Ce qui est extrêmement embêtant pour les autres États en question. Et en même temps, ils peuvent pas s'en passer parce que sinon leurs marchandises et leur courrier va pas arriver. Donc il est à la fois indispensable, profondément une épine dans le flanc de tous les puissants de ce monde, et en même temps un microcosme complètement à part. Justement, d'ailleurs, les fourmis sont... Alors les fourmis, c'est les employés du train. Parce qu'elles sont habillées en gris, elles sont toujours couvertes de suie, et elles vont toutes en ligne droite, parce qu'elles sont sur des rails. Donc du coup, c'est des fourmis. Voilà. Et au début, c'était une insulte. Et en fait, les employés ont fini par dire mais non, c'est pas une insulte, ok, on est des fourmis, vous voulez qu'on soit des fourmis, vas-y, carrément, on est des fourmis. Trop bien. Et en fait, du coup, a détourné l'insulte pour en faire un compliment. Et les fourmis sont tellement populaires que ouais, j'ai des gens qui arrivent en cosplay de fourmis des fois. Mais non, mais c'est vrai, hein. Les gens veulent l'insigne du rail pour pouvoir le porter. Donc, en fait, beaucoup plus que la technologie qu'ils portent, c'est ce qui signifie en tant que principe politique, en tant que microcosme humain, en tant que société et en tant que marqueur de différents stigmates de l'univers qu'il est intéressant. Et aussi, ouais, en tant que symbolique, en tant que cette espèce d'énorme destin monté sur roue. Le début commence dans le train, comme tu l'as souligné. Et en fait, Yuri, justement, ça, c'est vraiment ça. C'est le train, il roule, il va littéralement vers le destin de Yuri, et elle a aucun moyen de s'en échapper. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il y a la possibilité que quelqu'un soit tombé du train et que, en fait, personne n'envisage que cette personne ait pu survivre, quoi. C'est-à-dire que descendre du train, c'est mourir. Donc quitter sa destinée, c'est mourir. Et donc, elle n'a pas d'échappatoire, en fait. Ça a vraiment un côté destiné implacable. Et en même temps, ça a aussi un côté bombe à retardement, quoi, parce que c'est un micro-état dans un état plus gros, qu'à un moment donné, il va vouloir se faire bouffer. Il y a un autre moyen de locomotion qui n'est pas des moindres et qui est dans tes romans, c'est la musique. Ouais, la harpe est un excellent moyen de locomotion. Alors, comment ça fonctionne, la musique dans ton univers ? Alors, à quel degré de détail je dois vous le faire ? Je vais essayer de faire un truc très très simplifié. Alors, dans la mythologie celte, le monde est une musique. Voilà. Donc en fait, tout est musique. Et en gros, donc selon ce qu'on sait aujourd'hui, hein, c'est le sujet, ce qu'on va apprendre dans les années à venir, mais ce qu'on sait aujourd'hui de la mythologie celte, c'est que le monde est une musique et qu'il suffit en gros de jouer la bonne harmonie. Et en jouant la bonne harmonie, on peut faire des trucs. Dans le cas présent, se téléporter. Voilà. Ce qui est très pratique. Mais alors, qui peut se téléporter finalement ? Eh ben, les gens qui arrivent à atteindre ce degré d'harmonie. Ce qui ne nous aide pas. Parce que ça fait pas grand monde, figurez-vous. En tout, il y a 9 personnages qui en sont capables dans l'ensemble du bouquin, en sachant qu'on n'en voit principalement que 2. Donc en clair, ce sont les bardes, quoi. En gros, c'est les bardes, ouais. Et donc dans ce cas-là, comment faire comprendre, puisque finalement, à moins de faire comme tu le fais là, de faire une vulgarisation, comment le faire comprendre au lecteur, tout cet univers autour de la musique, que seuls les bardes peuvent le comprendre, que seuls les bardes peuvent se déplacer. En faisant en sorte que les personnages le fassent. en vrai, c'est ça. En plus, on le voit. Dans le 1, on a un barde accompli et son apprenti. Et du coup, l'apprenti, pour le faire, elle a besoin de sa harpe, et puis elle a besoin de chanter fort, et puis voilà. Et puis, transporter 2 personnes avec elle, ça la sèche complètement, et voilà. Et puis, son maître, il le fait, lui, on n'entend même pas. En fait, c'est silencieux, quoi. C'est même pas... Il n'y a même pas un POC, il n'y a même pas... Non, juste, il est là, et puis après, il n'est pas là. Et puis, il n'était pas là, et puis maintenant, il est là, quoi. C'est... Et visiblement, ça ne le dérange pas de déplacer une dizaine de personnes avec lui sans trop de soucis, quoi. Donc, en fait, c'est en montrant aussi l'évolution, en utilisant... voilà, et en montrant bien que, non, les autres persos, visiblement, ne savent pas le faire, puisque, justement, ils vont chercher cela pour le faire, quand ils en ont besoin. Et aussi de montrer que, des fois... Ça marche pas. Ça, c'est beaucoup plus drôle. C'est quand ça marche pas. Parce qu'il y a certains personnages, ils veulent pas, donc ça marche pas.
Il y a une chose qu'on voit lorsqu'on est un lecteur et que l'auteur ou l'autrice nous fait voyager, c'est la focalisation du narrateur. Parce que dans La Dernière Guest, le narrateur suit le point de vue des personnages. Pourquoi cette technique, finalement? Alors que toi, Gilberto, finalement, le narrateur est omniscient. Il est tout, il le raconte. Pourquoi choisir ces points de vue? Pour moi, c'est un peu... J'ai essayé, spécialement le premier livre, d'écrire une narration à l'ancienne, un feuilleton d'aventure, mais j'ai essayé aussi de raconter presque tout le livre du point de vue de Cochrane, sauf la première partie, que c'est l'arrivée de Cochrane en tant que prisonnier, et que c'est le capitaine Éoné. C'est un peu... Plus qu'un narrateur, c'est comme si tu avais un point de vue de la caméra, parce que j'imagine les histoires comme une espèce de film dans la tête. Et après, je commence à faire la description des choses que j'ai imaginées. Et c'est une narration qui, normalement, a un point de vue, mais ce n'est pas forcément un narrateur. C'est plus comme une caméra qui regarde l'action. Et j'ai essayé toujours d'être à côté du personnage principal. Il y a des exceptions, des moments, mais sont la minorité, d'être à côté du personnage principal et le lecteur va connaître les choses qu'il est capable de découvrir aussi. C'est un peu comme une enquête, non? Mais il y a des moments qui changent aussi les points de vue. Mais le narrateur omniscient me donne la chance de contrôler l'histoire à la façon d'un feuilleton et d'avoir une structure un peu linéaire. Mais les livres, quand sont tous ensemble, donnent un autre regard au lecteur aussi, et pour compléter l'histoire d'une autre façon. Alors justement, je voudrais retarder un peu la réponse de Morgane. Tu dis que tu veux écrire comme un feuilleton finalement. Et pourquoi vous vouloir écrire comme un feuilleton? Oui, parce que pendant la recherche pour le documentaire à propos de Cochrane, j'ai commencé à lire des romans aussi, pour avoir un peu l'ambiance de l'époque, pas seulement les historiens. Et il y avait plusieurs romans inspirés par la figure de Cochrane, le capitaine Marriott, qui s'est abattu à côté de Cochrane à la île d'Aix, l'attaque contre la flotte française. Il a inventé un personnage inspiré par Cochrane. Et ça a donné l'exemple à des autres écrivains de commencer tout un genre de romans napoléoniens navals, comme pendant le XXe siècle, Master and Commander de O'Brien, Hornblower de Forrester. Hornblower a inspiré la saga de Sharp de Bernard Cornwell, que c'est un soldat, mais c'est la même époque, la même idée, le même modèle. Et Hornblower a inspiré aussi le capitaine Kirk. J'ai raconté cette histoire dans une autre table ronde à Gene Roddenberry. C'est-à-dire, Cochrane a été présent dans la culture populaire, mais un peu inconnu pour les lecteurs. Et c'est pour ça que j'avais décidé de jouer un peu, d'écrire un roman comme un feuilleton napoléonien, mais avec lui comme personnage principal, de l'utiliser comme un personnage de fiction, mais avec une base historique, pour faire un peu récupérer sa place, mais situer aussi les personnages dans la culture populaire. Et j'avais envie de faire ça, d'une espèce d'hommage, et en même temps d'essayer de mélanger les genres à propos de tout l'univers de Lovecraft. C'est pas seulement un feuilleton, c'est un mélange entre roman historique et fantastique, tout le temps. Et dans le 3e, 4e et 5e, j'ajoute aussi toute la mythologie du sud du Chili, qui est à la fois inspiré des écrivains comme Edgar Allan Poe, comme Melville, qui s'inspirait de la légende de la baleine blanche Mochadik, c'est une histoire chilienne, pour écrire Moby Dick. Et Poe, qui a écrit les aventures de Gordon Pym, qui ont inspiré les montagnes hallucinées. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour entre la mythologie, la littérature, la culture populaire, qui me donne la base pour écrire ce mélange de genres. Merci Gilberto. Et donc, toi, finalement, pourquoi le narrateur, finalement, pourquoi on suit à chaque fois les personnages? Tu parlais tout à l'heure des moyens pour faire voyager le lecteur. Pour moi, c'est le point de vue du personnage. Moi, s'il y avait une caméra, elle est scotchée à l'épaule en mode Blair Witch. ou tout autre. Voilà, sauf que bon, l'ambiance est très différente de Blair Witch. La caméra ne tremble pas. Non, déjà, non. Quoique, des fois... en fait, je sais pas si je suis la meilleure autrice du monde pour les scénarios, mais je sais que je sais écrire des personnages. Et je pense qu'en fait, quelque chose de très important pour n'importe quel lecteur ou lectrice, moi, ce que j'aime
c'est qu'on me raconte l'histoire de quelqu'un. Et l'histoire de quelqu'un, j'aime beaucoup mieux quand c'est la personne qui nous la raconte de l'intérieur. Alors dans le tome 1, on suit beaucoup Yuri. Et pareil, je veux que Yuri, ce soit un personnage qui normalement fait réagir, et y compris par des gens qui l'aiment pas. Il y a pas mal de gens qui ont envie de la secouer ou de lui coller des baffes. Et c'est tout à fait légitime. Puis il y a des gens qui l'adorent dès le premier instant. C'est légitime aussi. Mais dans tous les cas, en fait, c'est parce que chacun des personnages va aller chercher le lecteur ou la lectrice par quelque chose qui va lui parler. Parce qu'en fait... voilà, c'est pour moi, on explore le monde à l'intérieur, littéralement, de mes personnages. Et ça se voit notamment beaucoup dans le tome 2 et dans le tome 3. Mon style d'écriture va jusqu'à changer à chaque fois qu'on change de personnage. Parce qu'on est dans la pensée du personnage et que Roussette, la gamine Gavroche rousse à qui il manque une dent, ne pense pas du tout de la même manière que Yuri, la princesse japonaise, ou que Pyro, le mécano, dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, à chaque fois, le style va venir suivre la pensée du personnage pour vous donner justement un autre point de vue sur l'univers, parce que on vit jamais tous la même réalité. Chacun d'entre nous voyage dans sa vie différemment. Est-ce que ça rejoint un peu le voyage intérieur C'est ça. En fait, chacun voyage dans sa vie de son point de vue, de son regard, de sa place sociale, de là où il est, en fait. Parce qu'on ne veut pas être ailleurs que là où on est. Voilà, j'ai dit un truc vachement... Oh là 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 là. Il y a un gros blanc. Non, mais moi, je me suis demandé ce que j'avais dit là. Non, mais c'est vrai, on peut pas être ailleurs que là où on est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir... Là, moi, je suis du point de vue de la personne qui est sur la scène. Je suis pas du point de vue de quelqu'un qui est dans le public. Et même sur la scène, je suis pas toi qui est au milieu et qui doit répartir la parole. Et je suis encore moins toi qui écris tes livres à toi et pas mes livres à moi. Sinon, on aurait un problème. Donc, du coup, pour moi, en fait, c'est une manière déjà de générer de l'empathie chez le lecteur ou la lectrice, parce qu'en fait, du coup, ça fait que t'as pas le choix d'autre que d'être dans sa tête, et y compris dans la tête de personnages pas sympathiques, en fait, pas toujours sympathiques ou pas faciles à aimer, ou en fait avec lesquels la scène d'avant vous n'étiez absolument pas d'accord, et puis finalement une fois dans ces pompes, oui, est-ce que ça c'est une si mauvaise je sais pas, voilà, c'est une manière aussi de permettre justement de voyager non seulement d'endroit en endroit, mais aussi d'esprit en esprit, littéralement de réalité en réalité, voilà. Très bien, merci. Mais alors justement, on va repartir sur le voyage intérieur ou l'évolution du personnage. Parce que finalement, lorsque j'entends d'autres interviews de toi, finalement, tu parles essentiellement de Yuri. Et que tu dis Yuri, c'est le personnage principal, et que finalement, presque les autres, il y en a presque... Ouais, c'est parce que les gens me posent toujours des questions sur Yuri. Hein. Oui. Parce que moi, finalement, lorsque je l'ai relu, je me suis dit, mais finalement, le personnage de Louis Capet de France, il évolue aussi. Oui. Mais donc finalement, tous les personnages vont évoluer. Comment les faire évoluer correctement? Pourquoi les faire évoluer? En les considérant comme des personnes. C'est-à-dire? Comme des vrais humains. Enfin, des vrais gens. Avec, en fait, qui ont tous... En fait, pardon, mais en fait, qui parmi vous, un jour, volontairement fait quelque chose qu'il trouvait mal, nul, et complètement assis mais qui l'a fait quand même? Voilà, il y en a quand même quelques-uns, mais globalement, la plupart des gens essayent de faire des trucs bien de leur point de vue, quoi. Il y a pas beaucoup... Il y en a un ou deux qui font des trucs mal, ils le savent, ils le font, ils assument. Mais en fait, Louis Capet de France, il y a des gens qui m'ont dit, mais le premier tome, il est manichéen, Louis, il est méchant. Non, je suis désolée, tout ce que fait Louis-Philippe dans le premier tome, et on le comprend quand on est dans sa tête, c'est logique, cohérent. Enfin, et il le fait pour un truc qu'il estime être bien, à savoir sauver la femme qu'il aime. Enfin, je sais pas... De son point de vue, tout ce qu'il fait dans le bouquin, c'est sauver la femme qu'il aime. Qui trouve ça mal. Et pourtant, je peux vous garantir qu'à la fin du livre, vous le détestez, Louis-Philippe. Vous le détestez. Il a beau ne rien avoir fait de mal de son point de vue, vous le détestez. Voilà. Et puis dans le 2, vous le détestez plus. Et puis dans le 3, vous savez pas si vous devez le détester ou pas. Moi, je suis toujours confuse vis-à-vis de Louis-Philippe. Je ne sais pas si je le déteste ou... Et dans le 4 et dans le 5? Bah non, je vais pas dire, sinon je... Mais donc oui, Yuri est le personnage principal. J'ai commencé l'histoire avec Yuri, je vais finir avec Yuri, mais ça veut pas dire que les autres sont des personnages secondaires. Ce qui ne fait pas vraiment sens. Je viens de m'apercevoir en le disant. Tous les personnages sont importants en fait. C'est pas parce que il y a un personnage avec lequel on va passer plus de temps que les autres sont moins importants.
En fait, c'est juste que celui-là, là, maintenant, tout de suite, il a plus à raconter. Et d'ailleurs, en vrai, dans les tomes 2 et 3, on est beaucoup moins du point de vue du jury. Au point qu'il y a des persos qui se tapent l'incruste des fois parce qu'ils deviennent beaucoup trop populaires auprès des lecteurs et des lectrices. Ah ben alors, dans ce cas-là, comment faire? Est-ce que tu continues sur ta lancée en te disant, de toute façon, je continuerai avec ce personnage ou ce personnage, et puis il y en a quelques-uns qui vont se taper un peu l'incruste, ou finalement tu vas faire un peu plus te focaliser sur d'autres personnages? En fait, ils ont tous leur place. Donc c'est juste que le bouquin va être un peu plus gros à la fin. Non, c'est vrai, juste le livre va être plus gros parce que si un personnage a des trucs à raconter, bah, il va les raconter. Mais vu que les autres auront pas moins à raconter, bah, ça fera grossir le livre. Bon, j'y passerai un peu plus de temps, c'est pas grave. Ben alors, dans ce voyage à l'intérieur du lecteur, Gilberto, toi, ton personnage principal, il est connu. On peut voir les sources. Oui. Alors, comment faire pour le faire évoluer et pas seulement le faire évoluer historiquement? Oui, il y a des clés qui sont dans sa biographie, mais pour moi, il y a un défi aussi parce que comme j'ai fait cette mélange entre sa biographie et l'univers de Lovecraft, il y a une autre liaison qu'apparaît qui c'est sa liaison avec Cthulhu. Et ça m'a obligé à construire aussi une chronologie pour voir comment va évoluer tout ça et comment est-ce qu'on va expliquer quelques trucs qui sont encore présents entre les deux livres et que je commence à compléter sur le troisième, quatrième. Je suis déjà sur l'écriture du cinquième qui va fermer tout le cycle de Cochrane et Cthulhu. Et comme ça, je pense que sera possible de regarder d'un autre point de vue toute la saga. Chaque livre peut dialoguer et parler avec l'autre, non? Entre lui. Et dans des visions différentes. Et j'ai essayé aussi d'ajouter des autres points de vue. Par exemple, sur le deuxième, c'est Jules César qui raconte une partie de l'histoire. À la façon comme sont écrits les commentaires de la guerre galloise. Il a inventé cette idée d'essayer la troisième personne. J'ai lu le livre à l'école de journalisme. Ça a été montré comme une espèce de reportage, non? Le premier reportage. Et essayé aussi d'utiliser les points de vue, mais j'ai écrit d'une façon plus contemporaine parce que imiter un peu la façon de raconter ancien, c'est trop baroque et c'est très compliqué pour le lecteur, je pense. Même chose avec Cochrane. C'est pour ça que c'est plus simple de choisir un narrateur omniscient, parce que si j'aurais essayé de parler comme lui, c'est une autre façon de parler. Ce sont des phrases très allongées, avec plein d'allégories. C'est différent. Ça aurait été une autre expérience pour le lecteur, différente. Mais là, par contre, les personnages des méchants sont vraiment des méchants. Là, on a, si je me rappelle, c'est le cardinal. Oui. Dans le premier, on a un envoyé de Napoléon, mais qui finalement envoyé par quelqu'un d'autre, on ne dira pas qui. Et Durand. Et ils sont vraiment, ils sont presque même manichéens. C'est un méchant. Point. Oui, spécialement, je pense sur les premiers tomes. Et j'ai essayé de construire des méchants, des adversaires plus complexes. Et c'était une expérience, j'ai fini très fatigué finalement, parce que plonger dans la tête d'un méchant, c'est en pleine pandémie, de 2020. J'étais sur l'écriture, en train de réécrire vraiment les troisième et quatrième. Ce sont 4 années de travail finalement. Mais l'adversaire de Cochrane, c'est un pirate, mais c'est un ancien officier de la flotte espagnole qui devient pirate, c'est-à-dire il va tomber comme ça. Et ça a été une sacrée expérience de plonger dans la tête de ce méchant, mais c'est plus humain aussi, c'est plus vrai. Et les autres sont un peu plus au service de l'histoire, mais avec les personnages de Monseigneur Albizati, j'avais envie de montrer aussi tous les pouvoirs de l'Église catholique et aussi toutes les choses qu'ils sont capables de faire à travers de différentes époques sans être punis finalement. Un grand pouvoir sans balance, non? Et c'est un peu exagéré les personnages, mais en même temps c'est très intelligent. C'est lui qui contrôle presque toute l'histoire. Oui. Et Cochrane est bien manipulé pour lui. Et les deux sont face-to-face 2 fois seulement. Parce qu'ils sont vraiment à mort chaque fois qu'ils sont rencontrés. Mais je suis très content du dernier méchant de troisième et quatrième opéra, le capitaine Corrochano, qui a une histoire aussi antérieure avec Cochrane, parce que Cochrane a fait la poursuite de 2 frégates espagnoles à Californie, en 1821.
Et ça sera peut-être un autre roman, parce que c'est l'histoire del Zorro, avant Zorro finalement. C'est lui qui a inspiré tout le mouvement d'indépendance de la Californie à l'époque. C'est une autre histoire très intéressante. Alors, il y a quand même un autre personnage dont je voudrais juste parler, c'est le capitaine Léonet. Oui. Finalement, lui, à contrario, évolue finalement tout au long des deux romans. Oui. Oui, il y a des lecteurs, je me souviens qu'on était un peu fâchés parce que dans les premiers tomes, il était le commandant de Fort Boyard et après, quelqu'un a dit « Ah, mais il est plus soumis, il est au service de Cochrane », mais sont 11 années qui sont passées. Cochrane avait réalisé de grandes choses, il avait libéré 3 pays et honnête, c'est un peu la représentation de tous les officiers français qui sont allés vraiment, des personnages historiques, au Chili pour lutter pour l'indépendance, pour créer la nouvelle république. En face de l'université du Chili, par exemple, et l'université publique, il y a une rue qui s'appelle Beauchef, et c'est un officier de Napoléon qui s'est abattu à côté de Cochrane pour libérer tout le sud du Chili, que c'est l'histoire du 5e volume. Et Cochrane, c'est un peu un personnage qui va représenter tout ça. Hein. C'est aussi la liaison entre le Chili et la France, mais c'est un personnage très cher pour moi et c'est un personnage de fiction aussi. Oui. Merci. Il y a quand même la technique d'écriture. Et lorsque je t'ai pris contact avec toi, Morgane, tu me disais quand même que finalement, c'était un roman, mais c'était plutôt de la musique finalement, tout ce que tu écrivais. C'était plutôt un lien comme... c'était une geste finalement. C'est pour ça que ça s'appelle La Dernière Geste, parce que c'est une geste. Oui. Finalement, quel est le lien avec la musique, vu que c'est une geste? Est-ce que c'est plus un roman ou une musique? Alors, une geste est un chant médiéval racontant une histoire à la gloire d'un ou plusieurs héros. D'accord. Donc en fait déjà une geste à la base c'est une histoire, donc ça fait partie de... Alors c'est pas un roman, pas dans le sens ni dans le sens du roman médiéval type roman de renard, voilà, mais c'est déjà une histoire, c'est-à-dire une geste c'est une histoire chantée, voilà. Et c'est exactement ce qu'est La Dernière Geste, c'est une histoire chantée en fait. D'ailleurs au début de chaque tome il y a des extraits de la vraie chanson, parce que La Dernière Geste en tant que chanson existe dans le monde de La Dernière Geste, c'est méta. Okay. Ce qui signifie d'ailleurs que ça veut dire d'ailleurs, si on lit bien le truc, qu'au tout début je vous annonce qu'il y a 2 personnages qui ne peuvent pas mourir, puisque logiquement c'est la personne qui compose la geste et la personne qui traduit la geste en français. Donc ça veut dire que j'ai mis un totem d'immunité sur 2 personnages. Voilà, à vous de trouver lesquels. En fait, donc moi je suis compositrice en fait. Dans la vraie vie, mon métier sérieux c'est compositrice, harpeuse et chanteuse professionnelle. Tu veux dire qu'en fait romancière c'est pas ou romancier c'est pas un métier sérieux? C'est mon métier pas sérieux. Non, j'aime bien parce que du coup quand on me demande quel est mon vrai métier, j'ai le choix entre 2 réponses absurdes. Voilà. Et en fait, il y a plein de gens qui me disent mais comment tu fais? Est-ce que c'est... En fait non, pour moi c'est la même chose. Une fois je raconte des histoires avec des mots, l'autre fois je raconte des histoires avec des notes, mais en fait dans ma tête c'est la même chose. Ça semble très bizarre comme ça, mais je vous promets que dans ma tête. Oui, pour l'expliquer, c'est en fait non, les mots ils ont une musique, le phrasé du français il a une musique, et d'ailleurs ça me fait rire quand quelqu'un qui n'a pas le même accent que moi, parce que par exemple quelqu'un qui va avoir moi je peux avoir un accent breton beaucoup plus fort que ça, mais en général en public je le repasse, je le visse pour qu'il ait l'air un peu normal, mais même quelqu'un avec un accent marseillais avoir voilà. Un accent breton c'est normal. Oui. Les gouvernements d'avant ont voulu que la langue bretonne meure, ils n'ont pas réussi, mais ils ont échoué. Voilà. Autant avoir l'accent. Voilà. Mais tout ça pour dire que même quand quelqu'un qui a pas le même phrasé que moi va lire un extrait de mon histoire, j'ai presque l'impression qu'il me fait redécouvrir ma propre histoire en fait, parce que son accent, son accentuation est différent, les mots sur lesquels il met de la profondeur sont différents, les endroits où il s'arrête, en général sont aux endroits des virgules, mais des fois une butée sur un mot va lui être plus naturelle qu'à moi, les syllabes, c'est drôle parce qu'en fait du coup
C'est comme quand j'entends quelqu'un interpréter une musique que je connais en musique celtique. C'est simple, on interprète tous beaucoup des chansons anonymes, voilà. Et en fait, chacun de nous l'interprète différemment et pourtant c'est toujours la même musique. Et chaque personne qui joue cette musique y apporte quelque chose d'unique qui est soi-même. Et donc du coup, en fait, dans ma tête, la dernière geste, c'est ça, c'est une partition. Et chaque lecteur, chaque lectrice en fait sa propre version, en quelque sorte, en lui ou en elle. Alors, est-ce qu'on aura peut-être l'honneur un jour d'avoir donc la dernière geste en concert? Alors oui, totalement. Déjà, donc le 22 mai à 10h aux Imaginales à Épinal. Voilà, puisqu'il y a une bande, alors il y a une bande originale de composer pour la dernière geste, et donc oui, je vais la donner en concert dans tous les festivals du livre qui voudront, les festivals du pas livre qui voudront aussi, mais bizarrement, je crois que ce sera plus des festivals du livre qui voudront ce concert, parce que j'ai composé toute une bande originale pour. D'ailleurs, vous pouvez le matin sur Twitch me la demander. Je fais un live tous les matins de 9h à 10h et il y a certains morceaux que vous pouvez demander de la dernière geste en fait, qui sortent. Voilà. Donc il y a un thème pour Yuri, il y a un thème pour Pyro, il y a les chansons qui sont à la fin, elles existent. Vous pouvez me les demander, je vous les joue. Ça. Voilà. Merci beaucoup. Gilberto, toi, par contre, évidemment, tu écris en espagnol. Oui. Et alors, justement, tu parlais de ces histoires de feuilleton. Alors, comment faire que ça soit une expérience de feuilleton lorsque le lecteur le lit, par rapport aux mots que tu choisis, puis ensuite, comment ça se passe par rapport à la traduction? Parce que même si il y a des racines latines, évidemment, dans le français, l'espagnol n'est évidemment pas la même langue. Oui, comme les premiers livres, j'ai commencé à écrire les livres en même temps que j'étais en train de m'installer en France. J'ai fait l'effort d'écrire pas comme un auteur chilien, parce que les Chiliens nous sommes très baroques pour écrire. Et j'ai fait l'effort de... Qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que tu entends par baroque? Compliqué, compliqué, et coloré, et allégorique, complètement différent. J'adore, par exemple, les polars d'Assil Hamet, qui sont très précis, presque comme un télégramme, tu sais. Avec, j'ai lu tout ça aussi à l'école de journalisme, hein, pour style, et avec un paragraphe, faire une description d'une cité corrompue, se dit en français, corrupta, corrompue, oui. Oui, en 2-3 mots, l'uniforme des policiers, des choses comme ça pour faire la description, mais très visuel aussi, et sans perdre le fil de l'histoire. Et j'essayais d'écrire en territoire français, un roman situé en France, et j'essayais d'écrire pas comme un Chilien, mais pas comme un auteur qui, les personnages, il n'y a aucun Chilien sur les premiers livres. Et j'ai décidé un peu de changer un peu ma propre voix pour écrire d'une façon. C'est pour ça que j'ai été à l'aise avec les feuilletons. C'est très simple comme structure, 3 actes linéaires, 3 jours dans un seul bâtiment. J'avais envie d'explorer aussi toutes les possibilités de personnages enfermés dans un seul lieu. Il y a deux lieux dans le premier livre, non? La cité perdue de Rallier et Fort Boyard, pas d'autres. C'était vraiment un exercice. Mais c'est pour ça que quand j'écris en espagnol, mais en seul français, je commence à choisir aussi des mots qui sont possibles de comprendre dans les 2 pays. Et je travaille aussi après avec le traducteur, avec l'éditeur. Mon traducteur, il est franco-chilien, Jacques Fuentealba. Il connaît très bien aussi l'univers de Lovecraft. C'est-à-dire que c'est la chance de travailler avec lui. Il a traduit les 3 livres. Il est déjà en train de traduire le 4e, qui vient de sortir au Chili. Il est déjà en train de traduire. Et c'est possible de dialoguer avec lui à propos de certaines expressions. Il y a des astuces, par exemple. J'ai décidé de ne pas raconter les histoires à la façon 19e, mais j'utilise de temps en temps des mots certains mots qui sont décalés pour donner un peu d'ambiance ancienne, tu sais. Oui. Et par exemple, une chose rigolote, il y a un personnage, le colonel Fausto del Hoyo, qui apparaît ici, un personnage qui est un personnage historique espagnol, qui est un peu très rigolo, qui fait des blagues toujours, c'est un peu très direct, comme les Espagnols, non, pour faire les blagues. Et il y a un moment que j'utilise une expression dans le 3e livre, il fait l'effort pour regarder l'horizon à la île Robinson Crusoe,
Parce que j'ai été à l'île, tu peux voir la silhouette de la Terre ronde dans l'horizon. C'est impressionnant parce qu'on est vraiment isolé. C'est un point dans la mer, dans le Pacifique. Tu peux voir la courbe, non? La silhouette de la Terre ronde. Et quand Cochrane remarque ça, le colonel fait un geste comme ça, pour regarder comme ça, et il fait une blague, toute une blague à propos d'une discussion historique. Mais j'ai écrit qu'il a fait un geste comme s'il est en train de se péter. De Non? péter, oui. Oui, mais j'ai utilisé un mot décalé en espagnol, que García Márquez utilisait plusieurs fois dans le livre, ventosidad. Comme les vents, non? Ventosidad. Mais personne ne parle comme ça aujourd'hui. Ce sont des mots décalés et qui donnent un peu d'ambiance. Et Jacques m'a appelé pour dire comment est-ce que je peux traduire ça? Et on avait parlé, et il a publié sur ce réseau. Vie de traducteur, je suis en train de trouver un mot ancien pour dire c'est peut-être. Mais on travaille comme ça, mot par mot. Quel travail. L'heure avance et j'aurais voulu savoir s'il y avait des questions dans le public. Bonjour. Alors, ce sera une question plutôt pour Morgane Ovglenko. Puisque vos personnages à vous sont fictifs, je voulais savoir si certains se mettaient à voyager peut-être un peu plus loin ou parfois même ailleurs que ce qui était initialement prévu. En vrai, il n'y a pas grand-chose d'initialement prévu à part le voyage de Yuri. Yuri, je suis sûre de où elle va et de ce qu'elle fait. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est Yuri, je sais où elle va et ce qu'elle fait, et a fortiori, du coup, je sais à peu près ce que va faire Louis-Philippe. Et les autres, c'est des sauvages. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils apparaissent dans l'histoire... Ils apparaissent dans l'histoire, je ne sais même pas comment, ils décident qu'ils sont là, donc ils y sont, ok. Et ils y vivent leur vie, et des fois, ils me font des surprises. Genre, pendant un tome entier, ils apparaissent pas, puis d'un seul coup, ils apparaissent, ils crèvent le décor, ils s'installent, ils deviennent dans les personnages préférés, tout le monde veut les revoir. Et moi, je suis là, ouais, j'ai tellement pas fini de raconter ton histoire qu'il faut que tu chantes encore longtemps. Prends ce micro. Mais alors, dans ce cas-là, là, durant cette partie du week-end, même dans le rangée scolaire, les auteurs et les autrices disaient « Mais qu'est-ce qu'on prend du pied à torturer nos personnages ?» Ouais, c'est bien quand ils vont bien aussi. Non, mais j'aime beaucoup écrire des scènes où ils sont occupés à être mignons. La preuve, j'ai écrit un bouquin de Noël où littéralement tout le bouquin, c'est à peu de choses près, des batailles de boules de neige et manger des gâteaux et boire du thé. Comme ça, après, quand ils vont mal, vous êtes encore plus triste parce que vous repensez à ces scènes-là. Alors, quand on me demande justement, il y a beaucoup de lecteurs qui me demandent ça, ou d'apprentis écrivains, et ils me disent, mais comment tu fais pour faire des livres, machin, comme ça? Je fais, c'est simple. Tu plonges ta main à l'intérieur des tripes du lecteur, tu les tournes très lentement, et ensuite tu les lui extirpes du corps en souriant. Bref, prévoyez des mouchoirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez déjà dit, mais du coup, quand vous écrivez, est-ce que vous avez l'impression que les personnages sont un peu hors de votre contrôle? Ah, ils sont totalement hors de contrôle, oui. C'est ça. Je sais pas, tu les contrôles, toi? Moitié. Normalement, je commence une histoire à partir du titre. C'est la première chose que j'ai dans la tête. Le titre, normalement, pour moi, c'est un résumé de l'histoire. C'est très important. Après, j'ai une image dans la tête que c'est la première image du premier chapitre. Je connais déjà la fin aussi. Je sais où le personnage doit aller. Mais au milieu, c'est un bazar. Ouais, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je commence avec une structure, mais il y a un moment que les personnages sont vivants et qui commencent à refuser des choses aussi. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Et ça, c'est le moment vraiment intéressant pour un auteur, quand les personnages sont vivants. Et il y a des choses qui apparaissent, des surprises. Et ça, c'est le plus intéressant, je pense, de l'écriture. Des choses complètement imprévues. Mais c'est moitié-moitié. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui vous deux, hein. Est-ce que, parce qu'ils ont quand même des destins extraordinaires, ces gens-là, quand même si c'est des mondes extraordinaires que vous décrivez. Est-ce que vos personnages, ils ont conscience qu'ils sont extraordinaires et qu'ils ont un destin? Est-ce que ils savent qu'ils sont... c'est un peu méta comme truc, mais est-ce que de temps en temps, ils réalisent qu'ils sont extraordinaires, quoi?
Mon personnage se fait engueuler à un moment donné par un autre personnage qui lui explique qu'elle est pas l'héroïne de l'histoire et qu'il serait peut-être temps qu'elle arrête de croire qu'elle a le monde sur les épaules. Ça, c'est une Et façon ce personnage a raison, enfin le personnage qui l'engueule a profondément raison, parce qu'à force de croire qu'elle a un destin exceptionnel, ben voilà. Mais elle est pas destinée. Par contre, j'ai des personnages qui sont destinés et qui le savent. Et le problème, c'est quand ils accomplissent leur destin. Ah oui, Ils ont une parce que fâcheuse tendance c'est un peu à. fatal. Bah ouais, ça a tendance à être fatal quand t'accomplis ton destin. Et le personnage historique, lui, il savait. Oui, por exemple, lui et son père, ils ont travaillé en plusieurs inventions. Por exemple, pour améliorer la protection de bateaux, pour éviter qu'ils soient pourris. Il a travaillé avec alquitrán en espagnol, c'est à partir du charbon, non? Pour isoler les casques. Le calfatrage. Oui, oui. Mais la Royal Navy n'avait pas envie de faire ça parce qu'elle était propriétaire de tous les lieux de réparation. C'est-à-dire, ils n'ont pas acheté l'invention de la famille Cochrane. Son père a perdu toute sa fortune. Et c'est pour ça que Cochrane, qui avait toute l'intelligence pour devenir un inventeur, a été forcé de choisir un métier militaire. Il a été quelques mois à l'armée, il n'a pas aimé. Finalement, il est devenu marin, plus de liberté dans la mer, spécialement quand il a été capable de commander un bateau. Mais il avait conscience de qu'il était un inventeur, un génie, un politicien aussi, très avancé pour l'époque. Il était bien dessous, normalement. Pour lui, toutes les choses c'était combattre, une bataille. La politique, la marine, la guerre. Il était toujours en conflit avec les autres personnes et avec son époque aussi. Mais oui, il était conscient, mais ça a été une raison de souffrance aussi pour lui, je pense. Il était un homme du XXe siècle, placé dans le XIXe. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci à Morgane et à Gilberto d'être venus. Et puis, je vous souhaite un bon festival.